Merci de votre présence. Donc, Guillaume Corduan, que vous connaissez, je pense, pour la plupart, en tant que pédopsychiatre, praticien hospitalier des hôpitaux universitaires de Strasbourg et référent médical sur le réseau Virage. Et donc, moi-même, en tant que directrice de la MDA et du réseau Virage. Toujours les mêmes missions, hein, le renouvellement de l'ARS pour les 3 années en cours, 2020, 2021, 2022, n'a pas changé de cap. On est toujours sur la perspective d'aider les acteurs de l'ensemble du réseau régional à accompagner les jeunes et les familles qui sont concernés par des problématiques de radicalisation violente, et puis d'aider à construire des actions de prévention primaire pour tous les publics, et puis de proposer des temps de formation. On verra un petit peu après comment ça va se diversifier quand même là au cours de ces 3 années. Donc, en termes de mission, il y a rien qui change de fondamental. En termes de périmètre géographique non plus, toujours sur le territoire du Grand Est. Je vais laisser à Guillaume le soin de parler de la partie clinique, donc la façon dont ça a fonctionné depuis les 3 premières années du réseau Virage en matière de prise en charge, d'accompagnement individualisé des jeunes, des familles, des adultes aussi parfois. Et puis je reprendrai la parole dans un deuxième temps sur les questions de prévention primaire, et on échangera ensuite avec vous de la façon dont on a prévu de poursuivre justement toutes ces activités sur ces 3 années. Alors 2020 est déjà bien entamé et un peu contraint, mais on essaye de s'adapter, et si vous avez des idées, des demandes, des souhaits, on est tout à fait preneur et à votre écoute. Je te laisse la parole peut-être, Guillaume, pour parler de l'activité que je considère socle du réseau Virage, qui est cette activité clinique, cette activité d'accompagnement des jeunes et des familles. Oui, oui, oui. Alors, j'ai pas accès du coup au PowerPoint. Ce que je te propose, Oui. c'est peut-être que tu remettes le diaporama en grand pour qu'on puisse avoir le mode plein écran, pour que tout le monde puisse voir la diapo de façon un peu plus nette. Voilà, comme ça. Ça marche mieux comme ça? D'accord, ok. Ça marche un peu mieux comme ça. Donc, tu peux avancer effectivement jusqu'au graphique. Hop, super. Donc, ça, c'est les dernières statistiques qu'on a pu faire sur notre activité, où on voit que notre activité reste modérée puisqu'on a accompagné 63 situations à la date du début du confinement, début mars, depuis notre existence, en sachant que ces suivis sont plus ou moins très longs, puisqu'il y en a certains qu'on accompagne toujours à l'heure actuelle de façon plus ou moins intense. Il peut y avoir des périodes où on va voir les gens 1 à 2 fois par semaine, en individuel, en groupe, familial notamment. Et puis, il va y avoir certains suivis où ce sera principalement de l'intervision. On ne sera pas nous qui serons au premier plan dans l'action d'accompagnement des familles, mais des collègues. Et nous serions plutôt là en ressources pour être un interlocuteur pour penser la situation, la problématique. Alors, des statistiques, voilà, comme en camembert, en bâton, c'est sûr que notre population est jeune. On est une maison des ados, c'est la maison des ados qui porte le réseau Virage, et la population qu'on accueille est une population maison des ados, sans grande surprise. Alors, on en a bien quelques-uns qui ont plus que 25 ans, c'est quelques suivis, notamment sorties de détention. Ça reste marginal quand même globalement. Ensuite, sur l'adressage, ce qu'on peut voir, c'est que en majorité, 50%, ce sont des professionnels qui nous adressent les jeunes, les familles, et qui continuent la plupart du temps à être dans l'accompagnement. Donc ça, c'est principalement les équipes de PJJ, par exemple,
avec lesquels nous travaillons conjointement sur les situations. On peut également remarquer que ce n'est pas totalement anecdotique. Il y a une proportion de jeunes gens qui viennent d'eux-mêmes demander de l'aide. Alors, pas forcément en lien avec la problématique radicale, mais peut-être pour autre chose. Et c'est à l'issue de cette demande que nous faisons émerger une problématique de radicalisation. Un exemple, c'est un jeune homme qui vient parce qu'il souhaiterait, il pense qu'il a des problèmes de consommation de produits, cannabis notamment, et il souhaite pouvoir arrêter parce que ça va à l'encontre de ses principes religieux. Et au fur et à mesure, on comprend qu'il est dans un isolement social sévère et qu'il est en contact avec des groupes salafistes et que c'est sa seule possibilité de socialisation. Donc ici, on n'est pas dans de la radicalisation violente, clairement manifestée, mais on est quand même sur un terrain à risque, donc on continue l'accompagnement de ce jeune homme. Tu peux passer à la diapo d'après, Delphine? Parce que j'étais en train d'appuyer sur le bouton et je me disais ça ne marche pas. J'ai un problème de... Ça a dû se mettre en pause. Voilà. Tu le vois là? Oui, parfait. Je pense que tout le monde le voit. Alors, depuis 3 ans, un peu plus que 3 ans maintenant, puisqu'on avait commencé à travailler sur la question avant que l'ARS nous finance, une des questions qui nous était apparue essentielle, c'était de définir notre sujet. Et vous m'avez entendu utiliser le mot radicalisation. Et depuis quelque temps, on propose 2 axes de compréhension de la problématique et donc de définition. La première définition qu'on vous propose là, c'est celle qu'on utilise et qui est basée sur les travaux du RAN, du Radicalization Awareness Network, qui est donc une organisation portée par la Commission européenne et qui organise régulièrement des formations sur différentes thématiques, notamment celle qui nous concerne le plus, Health and Social Care, qui va proposer différents temps de travail, de réflexion, et qui avait initialement développé cette définition, qui est une définition assez large, définition de la radicalisation, comme un processus par lequel un individu adopte des idées et des volontés politiques, sociales ou religieuses. Donc déjà, clairement, ils identifient la radicalisation bien au-delà du champ du djihadisme. Et on verra à quel point avoir des regards européens qui sortent un peu du cadre national est important pour nuancer, pour compléter peut-être un regard qui est biaisé, forcément, qu'on aurait uniquement si on restait uniquement en France. Donc, des idées, des volontés politiques, sociales, religieuses qui peuvent conduire l'individu, d'une part, à rejeter la diversité, la tolérance et la liberté de choix, et d'autre part, à légitimer le non-respect des lois et l'utilisation de la violence envers les propriétés et les gens. Et ils concluent leur définition en soulignant que ce processus peut éventuellement culminer dans des attaques terroristes. Mais ça, les attaques terrorisme, le terrorisme n'est pas à proprement parler une partie de la définition de la radicalisation. Et ça nous paraît important, c'est-à-dire qu'on va tenir compte de d'autres formes de radicalisation qui pourraient justifier de la violence, qui ne soient pas forcément des attaques terroristes. Et on peut le voir notamment à travers la légitimation de la violence et du meurtre des homosexuels. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez certains des jeunes qu'on accompagne, qui pourraient condamner des attaques terroristes, mais justifieraient quand même la violence et le meurtre dans certaines situations. L'autre définition sur laquelle on se base est davantage clinique, c'est une définition interactionniste, donc très inspirée de ce que peuvent faire et on produit les travaux d'addictologues. Rencontre, donc pas un processus, mais plutôt une rencontre entre d'une part un parcours individuel qui est constitué de vulnérabilité, et on pourra voir et on développe dans nos programmes différentes thématiques, axes de travail sur les différentes vulnérabilités. Cette rencontre entre l'individu et un groupe particulier qui est un groupe identitaire. Et la plupart des travaux montrent, même les travaux sur ce qu'on appelle les loups solitaires, montrent qu'il y a une identification
à un groupe identitaire, et un groupe identitaire particulier qui, lui, légitime le recours à la violence. Et au même titre que les définitions d'addictologie interactionniste, cette rencontre se fait dans un contexte particulier, et ce contexte, il est, alors là on peut décliner ça de différentes façons, il est social, il est politique et il est historique. Un des contextes qu'on a étudié un peu plus précisément, c'est celui de la polarisation des sociétés, et c'est une thématique, un axe de travail qui avait donné lieu, pour ceux qui avaient pu y participer en septembre, à un colloque international ici à Strasbourg. D'ailleurs, les actes de ce colloque vont être publiés de façon imminente, Delphine, il me semble. C'est en ligne sur le site internet du Réseau Virage. Ah bon, c'est déjà en ligne. Depuis peu. Dans les actions qu'on a pu mener, actions de formation auxquelles on a participé et qu'on a pu développer pour les membres du réseau, nous est apparu différents points, notamment sur la diversité des radicalisations violentes, avec différents points qui nous paraissent essentiels. D'une part, l'absence de causalité linéaire, ça nous paraît assez évident aujourd'hui, mais c'est important de le rappeler régulièrement, notamment quand des financeurs, des politiques souhaiteraient avoir un modèle unique d'action qui s'adresserait à l'ensemble des personnes qui sont dans un processus de radicalisation. Cela ne semble pas être possible puisque nous n'avons pas de causalité linéaire et unique dans ces problématiques. L'autre point qu'on abordait juste avant, c'est la diversité des supports idéologiques qui doivent nous amener à penser les radicalisations violentes bien au-delà de la question ici en France du djihadisme ou en Allemagne peut-être des problématiques d'extrême droite. On voit bien que en fonction de l'endroit où on se trouve et du contexte historique, social, et puis de la réalité des attaques terroristes, il va y avoir un biais d'observation et donc d'accompagnement après des situations. Ce qui, pour nous, et pour vous, je pense, est un souci, c'est que n'est repéré dans le parcours, notamment judiciaire, comme étant radicalisé uniquement pour l'instant, des personnes qui sont dans une dynamique, dans une problématique djihadiste. Les attaques terroristes, ou des passages à l'acte violent qui auraient pour support idéologique d'autres choses ne sont pas encore repérés fréquemment comme étant de la radicalisation. Et on le voit bien notamment dans les préfectures. On a peu de situations de cet ordre-là qui sont repérées comme telles. Toutefois, elles existent, on le sait, et la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire, d'une part pour les prévenir, d'autre part pour accompagner ces situations. L'autre point qui nous a intéressés, moi particulièrement parce que c'était le sujet de ma thèse, c'est la porosité des frontières psychopathologiques, entre et donc les problèmes de nosographie. Qu'est-ce qu'une maladie psychiatrique et qu'est-ce qui ne serait pas une maladie psychiatrique? Et on voit bien qu'il y a quelque chose de très fluctuant en fonction des périodes, en fonction des endroits, en fonction des regards sociétaux que nous pouvons poser à un certain moment sur des problématiques. Et qu'il n'y a pas de vérité autour de la nosographie. Et que ce qui est normal et pathologique évolue énormément. Ce qui nous amène du coup à entendre les études ou les prises de parole d'experts qui soit peuvent conclure qu'il n'y a pas de pathologie psychiatrique ou qu'au contraire, il y aurait plus de pathologie psychiatrique dans telle ou telle population radicale, à entendre ça avec la circonspection et le doute que c'est peut-être vrai pour ce spécialiste-là, en fonction du cadre professionnel dans lequel il exerce, mais peut-être que dans un autre cadre, avec un autre regard, avec un autre échantillon de population, et peut-être que tout simplement, dans 10 ans, nous aurons un regard complètement différent. Nous le voyons bien, cette différence est notable entre le discours des experts
qui, eux, vont répondre à des questions judiciaires et vont conclure est-ce qu'il y a une abolition du discernement, et donc vont conclure en fonction de ça à absence ou présence d'une pathologie psychiatrique, mais ils oublient la suite, qui abolit le discernement, donc en gros sur la schizophrénie, et qui vont omettre tout un pan de la psychopathologie qui est notamment les problèmes, les pathologies de la personnalité. Alors en France, il y a une bataille peut-être de chapelle de est-ce que ce sont des pathologies mentales ou pas. Il y a d'autres pays, on a invité à Nancy une collègue de Suisse, elle était très surprise que nous puissions mettre de côté c'est que beaucoup de psychiatres en France ne considèrent pas les pathologies de la personnalité comme des troubles psychiatriques. Ça peut paraître, ce n'est pas le cas par exemple en Suisse. Selon elle. Bon. Un point qui nous paraissait important, et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de psychiatres d'adolescents qui se sont intéressés, de professionnels, on va dire, de l'adolescence et des familles qui se sont intéressés à la problématique de la radicalisation, c'est que c'est l'émergence de la problématique et du processus de radicalisation a souvent lieu pendant l'adolescence. Et la Fédération française de psychiatrie qui a été interrogée, voilà maintenant bien 2 ans par le CIPDR, donc le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, la Fédération française de psychiatrie était interrogée pour donner des recommandations de bonnes pratiques. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un peu un exemple de dites-nous nous ce qu'il faut faire de façon générale avec toutes ces problématiques-là. Et ils ont répondu comme peuvent répondre des psychiatres d'adolescents, c'est-à-dire de façon très, très nuancée, on pourrait dire, puisqu'ils ont conclu que la radicalisation était probablement une forme spécifique d'expression d'une psychopathologie commune à la période adolescente. Ce qui n'a pas forcément beaucoup parlé, je pense, aux commanditaires de cette étude, mais qui correspond bien à ce que nous, cliniciens, nous observons sur le terrain. 2 autres points qui nous est paru nécessaire d'appuyer régulièrement, c'est que contrairement à ce qu'on avait pu penser à une époque, je me rappelle 2014-2015, la grande époque de Dounia Bouzard, où il y avait pas mal de paroles aussi, de témoignages, je veux dire, où on disait que probablement les personnes qui s'engageaient, qui étaient prises dans des processus de radicalisation, étaient manipulées, qu'ils étaient dans des formes de sectes, qui ne savaient pas ce qui se passait, qu'on leur avait lavé le cerveau. Voilà, c'est des expressions qu'on entendait beaucoup et on pourrait peut-être les aider en leur expliquant finalement qu'ils étaient trompés et qu'on les avait manipulés. Or, ce qui nous paraît de plus en plus évident dans la clinique, alors pas que à nous, mais de la plupart vous avez bien compris, des collègues avec lesquels on a pu échanger, c'est qu'il y a une part active chez le sujet dans ce processus de radicalisation. On ne va pas nier le fait qu'il y ait de l'emprise, éventuellement, mais cette part active, il faut en tenir compte de façon essentielle quand on est en accompagnement de ces jeunes gens, au risque de rompre le lien en leur disant en fait tu as été manipulé et puis on va juste t'expliquer le bon chemin. Je pense qu'il faut reconnaître et aller chercher justement qu'est-ce qui a pu motiver l'engagement chez le sujet. Différents outils, on pourra éventuellement parler si ça vous intéresse peut-être de quelques outils qui sont utilisés à certains endroits et que peut-être nous n'utilisons pas beaucoup nous de notre côté, qui vont évaluer les motifs de l'engagement. Dernier point, c'est la place centrale de la violence et comment nous avons, nous professionnels qui accompagnons ces familles et ces jeunes, une nécessité d'aller chercher où se joue la violence, où se situe la violence, dans le parcours, dans les antécédents de la personne, mais également dans leur légitimation de la violence, comme on l'évoquait tout à l'heure. Alors, au final, ça nous a amené de façon très clinique à reprendre un peu la terminologie ou la pensée des collègues de la Fédération française de psychiatrie, de considérer finalement la problématique des radicalisations violentes comme un symptôme, c'est-à-dire un moyen d'apaisement
un moyen de compromis face à un conflit psychique. Et ça, sans pour autant préciser de quel conflit psychique il en retourne, certainement différent pour chaque sujet. C'est là qu'on va peut-être être en difficulté à utiliser des outils très structurés et standardisés. C'est que la subjectivité de chaque situation est difficilement, est difficile de la décrire avec des outils standardisés parfois. À ce titre, en termes de symptômes, nous sommes nombreux à faire le parallèle avec d'autres manifestations, d'autres expressions de psychopathologie à l'adolescence, comme pourraient être les addictions, par exemple, ou l'anorexie. Dans nos parcours de nos réflexions et les formations qu'on a pu, auxquelles on a pu participer ou qu'on a pu proposer, étaient donc régulièrement également développer des actions pratiques à travers le repérage d'une part, mais également le cadre légal dans lequel nous exerçons chacun et les parcours légaux dans lesquels nous pouvons nous inscrire dans l'accompagnement de ces jeunes et de ces familles. Les formations cliniques que nous avons pu proposer au cours de ces dernières années étaient régulièrement illustrées par des cas cliniques. Alors, c'est quelque chose qu'on fait naturellement, puisque notre expérience elle est basée sur ces cas cliniques que nous anonymisons, bien entendu, mais également de plus en plus de cas historiques. Et pour ceux qui ont pu assister à notre journée à Nancy, où nous avions fait intervenir Geneviève Morel, vous avez pu voir comment, alors d'une façon magistrale, comment elle peut analyser des cas de radicalisation violente historique avec toute la pertinence dont elle a le savoir. Et ça nous a inspiré pour pouvoir travailler de cette façon-là également. Alors, sans être exhaustif, la plupart des formations cliniques que nous proposons ont 4 axes de travail. D'une part, un axe très introductif où on déploie, on rappelle des éléments du développement de l'enfant, de l'adolescent, et où on met en lumière la collusion qu'il peut y avoir entre le processus adolescent et les radicalités. L'autre point, c'est un gros point, sont les vulnérabilités psychiques et familiales et les expressions psychopathologiques qui peuvent se manifester et en faire des terrains de vulnérabilité pour les jeunes gens. Donc là, bien sûr, les traumas, on en a fait une journée, les vécus de préjudice, la dépressivité, c'était un gros article qui était paru il y a 1 an à peu près dans le British Journal of Psychiatry, les troubles narcissiques, les troubles d'attachement, les troubles psychotiques qui ne sont pas les plus fréquents, mais quand ils sont présents, qui doivent nous alerter. Également le développement dans ces journées d'études de réflexion autour des facteurs de protection, sentiment d'agentivité, c'était un élément qui avait été mis en évidence dans différents papiers de l'équipe de Buis, notamment à Londres. La créativité, les éléments narcissiques, la diversification des identifications, bref, différents points sur lesquels nous essayons de travailler avec différents outils. Et puis, une illustration de la place du soin et des différentes formes de soins que nous pouvons proposer, que ce soit individuel, groupal, indirect, et puis notamment notre expérience en thérapie familiale grâce au travail avec notre collègue Sébastien Dupont. Et la thérapie familiale, le travail avec les familles avait d'ailleurs donné lieu à cette journée à Reims. Pour la suite, donc un petit mot autour de la prévention primaire. Alors au tout début de ce que je vais presque qualifier d'aventure, hein, le réseau Virage a été quasiment une aventure, puisque c'était pas un souhait de notre part de créer ce type de plateforme ressources. C'était comme ça que l'Agence régionale de santé l'appelait au départ, une plateforme territoriale d'appui.
Et leur souhait, donc en fin 2016, début 2017, c'était vraiment qu'on puisse, à partir d'une connaissance des situations, à partir de cet accompagnement clinique dont Guillaume vient de parler, qu'on puisse essayer d'imaginer, projeter des actions de prévention primaire, donc vraiment orientées vers un public large, un public qui ne serait pas forcément qu'un public ado d'ailleurs, hein, dans l'esprit des collègues de l'ARS, quand ils sont venus nous rencontrer, il y avait évidemment la question de proposer des actions de prévention primaire à un public adolescent, mais aussi éventuellement enfants, familles, jeunes adultes, quelque chose d'assez large. C'était à ce moment-là pour nous extrêmement complexe parce que vous m'avez peut-être entendu déjà le dire, on avait repéré un certain nombre de limites à des actions qui avaient émergé un peu dans l'urgence post-attentat. Notamment le fait que pour certains groupes, le fait de réinsister toujours sur la laïcité, voire une forme de laïcité et sur les valeurs de la République était parfois quasiment contre-productif, voire clivant au sein de certains groupes et notamment certaines classes. Donc on a pris le temps de réfléchir à cette question et de creuser, de chercher. De la même manière que sur la clinique individuelle, on s'est beaucoup rapproché d'équipes qui se spécialisaient sur ces sujets-là au national, mais aussi à l'international. Et on a isolé effectivement ces trois grands piliers qu'on essaye de s'approprier maintenant de façon pratique, que sont l'esprit critique, la question de l'engagement des pairs pour leurs pairs, donc tous âges confondus, et puis la question des leaders crédibles. Alors concrètement, pour essayer d'être un petit peu plus précise, ce qu'on essaye de soutenir, d'expérimenter et de diffuser, c'est l'idée que ces actions de prévention primaire doivent permettre de soutenir une forme de contestation, doivent permettre d'ouvrir au dialogue et pas d'être uniquement dans la transmission de savoir. Ce qui rejoint ce que disait Guillaume avant autour du besoin d'être actif des jeunes et de ne pas être considérés comme ayant été manipulés et d'avoir eu le cerveau lavé, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'exprimer quelque chose de ce qui les anime, de ce qui les questionne, et à nous en prévention de pouvoir permettre ces espaces, avant tout des espaces de dialogue, mais ça peut être aussi parfois de la contestation, et parfois une contestation plus ou moins facile à soutenir, à entendre. Néanmoins, l'idée, c'est quand même en prévention primaire de pouvoir y aller et accepter que nous, les adultes, nous, les professionnels, puissions être légitimes à cet endroit-là, d'organiser la prise de parole, le dialogue, notamment des ados. Donc, je dis là les professionnels et les structures, mais c'est aussi dans tous les domaines, et notamment en famille, on peut agir à ce niveau-là et essayer d'engager les familles au dialogue avec leurs ados, entre eux, etc., au sein de l'école. Dans les loisirs, le sport, la culture. Là, l'année dernière, on a été beaucoup sollicité par les acteurs de différents départements autour des questions du sport, après que les autorités aient demandé justement aux organisations sportives et aux clubs sportifs de s'emparer de ces questions-là. Ce qui était moins présent au début de nos années de fonctionnement. Et puis, de n'oublier l'autre aspect, le dernier peut-être, c'est de n'oublier aucun territoire. On a
certains acteurs de la question des radicalisations ont essayé parfois de faire un peu de faire croire que cette problématique était essentiellement urbaine. Or, on se rend compte, nous, dans les situations, et beaucoup de collègues aussi, dans les situations qu'on a eu à accompagner, que c'est aussi une problématique rurale et que c'est important, du coup, pour toucher tout le monde, d'être aussi présent sur les territoires numériques. Cette question du dialogue et de la contestation, évidemment, elle peut toucher tous les sujets et on voit bien parmi les accompagnements, que ce soit les ados, les parents, voire les jeunes adultes ou leurs parents, que les sujets qui font le plus de débats autour de ces questions de radicalisation et de tentation de la violence sont à la fois des sujets politiques, des sujets religieux, des sujets liés à la vie amoureuse, au couple, à la sexualité, et puis des sujets liés aux dépendances. Et du coup, en termes de prévention primaire, je crois que les adolescents, même les enfants, les familles ont besoin qu'on les aide et qu'on les outille pour pouvoir parler de ces sujets-là, dialoguer, discuter, voire toujours contester sans forcément s'affronter. Alors, c'est quand même pas forcément si simple que ça pour nous tous de construire des actions de prévention sur ces différents sujets. Et on a étudié un certain nombre de dispositifs qui nous ont permis de étudier et expérimenter d'ailleurs, de repérer que ça devient un peu plus facile quand on fait intervenir les pairs, donc des ados qui s'adressent à d'autres ados et quand des professionnels sont plus en situation d'animation, de médiation, mais pas forcément de transmission. L'intergénérationnel semble aussi extrêmement inspirant et bien au-delà des deux générations, c'est-à-dire enfants, parents ou ados, parents, mais en faisant intervenir la génération des grands-parents. Donc, on a eu quelques expériences tout à fait capitales et déterminantes d'échanges entre des ados et des personnes de la génération de leurs grands-parents sur ces fameux sujets sensibles. Alors, ce n'est pas forcément toujours facile à construire, mais on se rend compte que c'est extrêmement enrichissant de part et d'autre, pour les uns et pour les autres, que de transmettre un certain nombre d'éléments d'histoire, d'éléments d'implication personnelle, de vécu personnel, à trois niveaux et d'échanger à trois niveaux de génération. L'autre aspect sur lequel on revient souvent, c'est que, et qui est compliqué, sur lequel beaucoup de professionnels nous sollicitent, c'est à quel point les professionnels, voire les institutions, peuvent s'impliquer aussi eux-mêmes dans ces débats-là. On a par exemple un certain nombre de professionnels qui hésitent encore, même quand des ados les renvoient à des éléments qui sont manifestes dans leur apparence, dans leur discours, qui hésitent encore à confirmer certaines de leurs particularités, par exemple d'origine, des particularités liées à des questions d'identité ou d'orientation sexuelle, des particularités liées à des pratiques religieuses. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on revient, on travaille avec certaines équipes pour que chacun, en accord avec son institution, puisse, s'il le veut, éventuellement, parler de sa place de personne et pas seulement en tant que professionnel, sous-entendu, neutre, à distance et singeant finalement quelque chose de l'ordre du clone du professionnel qui n'est pas incarné, habité par ce qu'il est réellement en tant que personne.
l'idée globale de toutes ces actions de prévention, c'est de pouvoir aborder, de pouvoir se laisser aborder par des groupes ados, des groupes enfants, familles, avec se laisser aborder sur tous les sujets, de pouvoir effectivement soutenir ces échanges, ces discussions sans souffler. Donc, on n'a pas beaucoup d'autres formules, mais sans souffler sur les braises et sans exciter quelque chose qui va devenir polarisant, ce qu'évoquait Guillaume tout à l'heure, mais de permettre un vrai dialogue dans lequel on va pouvoir aussi faire émerger le sens et les valeurs qui sous-tendent les propos de chacun et éventuellement le doute. Là, je ne l'ai pas remis, mais c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus important dans l'ensemble des actions qu'on a pu mener. C'est la façon dont on peut permettre l'expression du doute et dont on exprime nous-mêmes nos doutes passés, présents ou futurs. Et notamment le doute des croyants qui est peu souvent mis en avant et pourtant tout à fait présent dans beaucoup de cultes. Alors par rapport à tous ces éléments, l'outil qu'on a le plus expérimenté, c'est l'outil qui a été développé par le CPRMV, et si j'avais tort, qui est donc un dispositif d'interview personnelle qu'on propose à des personnes de toute génération, de toute confession. Donc nous, on a les deux dispositifs. On l'a utilisé avec des groupes d'ados, par exemple en situation scolaire ou en centre socio-culturel. On l'a utilisé avec des parents, on l'a utilisé avec des enfants, puis on l'a utilisé avec des personnes qu'on a considérées importantes dans leur témoignage en tant que grands témoins. L'objectif de cette campagne, et si j'avais tort, qui a été donc initiée par le CPRMV à Montréal, c'est vraiment de faire la promotion du changement d'avis et donc de faire témoigner les personnes autour de un changement d'avis, sur quoi ils ont changé d'avis, quand, comment, qu'est-ce qui les a fait changer d'avis et surtout qu'est-ce que ça leur a apporté. Alors, dans la campagne québécoise, les choses, ces propos, ces témoignages sont extrêmement thématisés. Nous, on l'a adapté en échangeant avec eux et on a proposé à chaque fois aux ados ou aux adultes auxquels on a proposé cet exercice en les laissant totalement libres du choix de leur sujet. Donc, on a aujourd'hui réalisé un certain nombre de ces vidéos qui sont en ligne sur la chaîne YouTube du Réseau Virage et qui sont accessibles à tous les professionnels puisque les personnes qui nous ont autorisé à les mettre en ligne pour ensuite animer eux-mêmes des séquences de prévention. Donc, c'est de plus en plus fréquent maintenant que des enseignants, des éducateurs utilisent ces capsules vidéo pour les projeter à des groupes, que ce soit des groupes d'ados ou de parents, et ensuite les mettre en débat les sujets qui sont abordés par les témoins qu'on a filmés, et proposer dans un deuxième temps à leur groupe classe ou à leur groupe des jeunes qu'ils accompagnent de réaliser cet exercice. Alors, c'est un exercice qui se fait assez facilement à titre individuel, qui se fait éventuellement aussi de façon collective. C'est un exercice qui se fait en vidéo, c'est ce qu'on propose, mais qui peut se faire aussi de façon écrite, en audio. Il y a plein de manières finalement de faire témoigner les personnes. Nous, on l'utilise maintenant aussi en prison avec des détenus qui sont concernés par des problématiques de radicalisation ou qui ne le sont pas. C'est vraiment un outil qui est assorti d'ailleurs par le CPRMV d'un guide pédagogique qui donne encore, on n'a même pas encore tout expérimenté à notre niveau, mais qui donne encore beaucoup d'idées d'activités à réaliser autour de ces témoignages.
C'est vraiment un outil qui nous a beaucoup plu et dont on continue de faire l'expérimentation, la promotion, parce que justement, il est pas clivant, il n'est pas polarisant. Ça permet vraiment que chacun témoigne d'un changement d'avis, s'engage de sa propre place, de sa propre parole, professionnelle ou pas. Et on se rend compte que les jeunes, notamment quand on leur propose ce type d'activité, débattent des sujets qui sont évoqués par les personnes des capsules vidéo de façon beaucoup plus apaisée que si on leur demandait de débattre sur les mêmes sujets à partir d'un contenu professoral, par exemple, dans une classe. Le simple fait que quelqu'un se soit engagé en témoignant de son changement d'avis, de son parcours et de la façon dont ça l'a fait bouger, force une forme de respect de la part des publics auxquels on propose cet exercice. D'autres outils qui deviennent de plus en plus intéressants pour nous en matière de prévention primaire, tout public, scolaire, groupe d'adultes, y compris en détention, c'est un certain nombre de films, courts-métrages, longs-métrages, extraits de films qu'on utilise pour toujours mettre en débat, échanger, discuter. Et à partir de ces différents outils, on a initié des systèmes d'échange épistolaire entre groupes. Donc, on a par exemple des programmes dans lesquels des ados échangent sur un même support, type le film La Vague, avec des détenus ou avec des parents. Ils s'écrivent ce qu'ils ont pensé du film. Et là, encore une fois, nous ne sommes pas, nous, professionnels, dans la logique de transmettre un savoir ou la façon de penser. Ce sont des ados qui échangent avec des détenus, avec des parents, à plusieurs groupes d'un même support. Et nous animons, nous reprenons, nous faisons passer les messages, mais nous ne sommes pas les transmetteurs d'un savoir. Donc c'est cette idée de dispositifs qui se modulent entre eux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des séances, si j'avais tort, avec un groupe, les partager avec d'autres groupes, tout comme des échanges sur des films ou des textes ou des ciné-débats. Et puis on utilise aussi les témoignages des mères de famille avec lesquelles on travaille depuis maintenant 2 ans. Donc ce sont des mères de jeunes qui sont décédés en zone de combat irako-syrienne ou qui sont aujourd'hui rentrés mais incarcérés et qui ont voulu s'engager sur le modèle de ce qu'a fait Dominique Bons avec Syrien Ne Bouge, Agissons à Toulouse, qui ont voulu s'engager à faire prévention pour éviter que d'autres jeunes n'empruntent cette voie de la radicalisation violente et pour que d'autres familles n'aient pas à subir les mêmes traumatismes qu'elles. Et donc, ces différents dispositifs qu'on fait coexister auprès de mêmes groupes. Alors aujourd'hui, c'est en détention qu'on l'a le plus utilisé, pratiqué, mais on vous dira après quels sont nos projets pour la suite. Tu veux parler, Guillaume, des journées d'études ? Oui, je peux parler des journées d'études. J'en ai parlé de façon un peu indirecte tout à l'heure. Je ne vais pas refaire la liste que je n'arriverai pas à retrouver dans ma tête des différents endroits du Grand Est dans lesquels nous sommes allés pour échanger avec les collègues, pour présenter nos réflexions et puis laisser la parole le plus souvent, et c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus, laisser la parole à des spécialistes sur des points très précis, très particuliers, comme par exemple lors des journées sur le trauma à Nancy ou sur les familles à Reims. On parlait également du colloque international qui avait un aspect beaucoup plus social avec la résilience et la polarisation. Alors, par contre, peut-être, mais ça, tu l'as peut-être mis dans les diapos d'après, c'est les perspectives de journée. C'était de ça dont tu voulais que je parle ? Désolé, tout le monde.
On n'a pas. Non, non, je l'ai pas mis. Les idées qu'on évoquait D'accord, récemment. d'accord. Au-delà, oui, alors peut-être au-delà, c'est vrai, des colloques. La diapo d'après, c'était juste un petit rappel de où est-ce qu'on avait également pu diffuser des connaissances, notamment c'était à travers des publications. Donc, vous avez des publications de l'équipe et des ouvrages collectifs dans lesquels nous avons participé l'année dernière, auxquels nous avons participé l'année dernière. Voilà, ben ça vous pourrez les retrouver, on vous les donne. On vous donne les liens si vous le souhaitez. Le dernier étant qu'en allemand et en anglais, mais lors du prochain rapport d'activité, j'en aurais traduit un résumé. Je ne sais pas, avant qu'on aborde davantage les différentes possibilités ou propositions qu'on aurait à faire en termes de formation, d'accompagnement, d'intervision, tu dis un petit mot sur notre présence numérique, peut-être? Oui, en termes de, on avait créé dans un premier temps le site internet du réseau Virage parce que il fallait qu'on organise la communication du dispositif, le Grand Est étant quand même relativement vaste. Et puis, petit à petit, et notamment quand on a commencé à développer les expérimentations, et si j'avais tort, on a créé la chaîne YouTube parce que c'était le seul moyen qu'on avait techniquement assez facilement pour mettre à disposition du réseau des vidéos parce que voilà, les formats vidéo sont quand même toujours assez lourds et donc sur un site internet, c'était assez complexe. Donc, on utilise YouTube pour diffuser un certain nombre de supports vidéo, donc les captations, et si j'avais tort, prochainement un film justement avec les témoignages des mamans dont je parlais tout à l'heure, qui nous accompagnent et qu'on accompagne depuis 2 ans et qui ont accepté pour un certain nombre d'entre elles de témoigner en vidéo soit à visage découvert, soit à visage non découvert. Et l'objectif de ces témoignages, c'est justement de faire partager leur histoire à d'autres familles. Je disais tout à l'heure, grands témoins, des enregistrements de témoignages ou de si j'avais tort, de quelqu'un comme Philippe Schlaffer, par exemple, qui est un ancien repenti, qui est un repenti, pardon, néo-nazi allemand, qui est intervenu à plusieurs reprises avec nous et notamment en prison. Donc YouTube, on l'utilise vraiment pour diffuser et mettre à disposition du réseau professionnel des outils vidéo qu'on a conçus nous-mêmes ou qu'on a repérés parmi les productions des partenaires comme étant intéressants pour animer un certain nombre d'actions et notamment d'actions de prévention, voire de formation, puisque ça permet d'expliquer concrètement de quoi il s'agit. Et puis récemment, on a créé la page Facebook du réseau Virage parce que des familles, justement, nous ont demandé comment elles pouvaient parler de ce qu'on fait à d'autres familles. C'est un problème depuis le début de nos travaux sur les questions de radicalisation. C'est que les familles inquiètes pour leurs jeunes ont rapidement compris qu'il y avait des enjeux de condamnation pénale qui sous-tendaient ces problématiques et hésitent beaucoup à faire appel, y compris à des structures d'aide, comme on peut considérer qu'on en est une en tant que maison des ados porteuse d'un service spécialisé en matière de prévention des radicalisations violentes, mais hésite quand même parce que, alors c'est quelque chose qu'on connaissait déjà dans d'autres problématiques, hein, notamment liées aux addictions, liées aux violences intrafamiliales, mais on le retrouve avec
on le retrouve là avec des systèmes et des pratiques qui sont encore émergents et plus complexes à analyser. Et donc, des familles qui s'adressent plutôt à d'autres familles que à des professionnels. Et donc, le fait de nous rendre visibles sur Facebook devenait important pour qu'on puisse, comme on l'a sur la page Facebook de la Maison des ados, avec des ados confrontés à d'autres types de difficultés, initier des échanges avec certaines familles sans leur imposer tout de suite de venir à notre rencontre et éventuellement initier des échanges à trois entre une famille demandeuse, entre guillemets, une famille à laquelle elle se serait adressée et cette famille devenant le témoin passeur vis-à-vis de nous. Donc ça, c'est vraiment le groupe de mamans qu'on accompagne depuis 2 ans, plus certains jeunes ou certaines familles qu'on accompagne individuellement qui nous ont fait avancer dans cette perspective. L'idée, c'est vraiment qu'ils puissent, elles puissent, ces personnes qu'on accompagne et qui nous font confiance aujourd'hui, devenir en quelque sorte des parrains d'autres familles qui s'adresseraient plus facilement à eux qu'à nous. Donc notre projet entre guillemets avec cette page Facebook, c'est d'être accessible davantage auprès du grand public et de permettre une forme de parrainage entre des jeunes, des familles qu'on accompagne déjà, qui nous font confiance et qui pourraient orienter vers nous d'autres familles ou d'autres jeunes. On est allé jusqu'à imaginer, pour ceux qui en sont familiers, quelque chose qui pourrait ressembler à des réunions tupperware, où on présenterait Virage et notre pratique au domicile d'une famille qui nous connaît, qui nous fait confiance, et elle inviterait cette famille chez elle, des gens qui l'auraient déjà contacté et qui pourraient peut-être plus facilement rencontrer quelqu'un d'entre nous dans un lieu neutre ou choisi par elle plutôt que dans nos locaux. Donc ça, c'est la partie perspective communication grand public. Pour la suite, on a aussi le projet de développer des groupes tels que ceux que j'évoquais tout à l'heure avec des détenus ou avec des jeunes en milieu scolaire, avec des jeunes qui sont concernés par des problématiques de radicalisation violente, mais en milieu ouvert. Donc, c'est des propositions qu'on va faire prochainement à différents services qui accompagnent des jeunes concernés par des problématiques de radicalisation violente. Ça peut être des services de la PJJ, ça peut être des services d'AMO, ça peut être des services autres de protection de l'enfance. En tout cas, de proposer ces programmes ciné-débat, film, dialogue, et si j'avais tort, etc., comme on le fait en détention, à des jeunes qui sont donc en milieu ouvert. Et en termes pour terminer sur la partie situation individuelle, on a le projet de proposer aux partenaires des institutions de l'ensemble de la région ce qu'on a appelé, nous, des études de situation complexes. Donc, ça s'est fait déjà un certain nombre de fois, des partenaires qui nous sollicitent sur des situations dans lesquelles il n'y a pas besoin que nous soyons éventuellement actifs, c'est-à-dire que nous soyons présents dans les rencontres avec les jeunes ou les familles dont il est question, mais qu'on soit présent dans les échanges entre professionnels, soutenant dans la pratique des professionnels qui accompagnent, eux, ces jeunes ou ces familles. Alors, à ce niveau, ça peut être, pour préciser, ça peut être des professionnels qui accompagnent effectivement un jeune ou une famille qui est dans un processus de radicalisation. Un autre cas de figure qui est peut-être plus rare, mais qui peut-être pourrait concerner les collègues
des départements. Je crois qu'il y a quelques collègues qui travaillent dans les départements qui nous ont rejoints là, aujourd'hui. C'est la question des familles d'accueil qui ont en charge des enfants qui sont peut-être de retour de zone, par exemple, ou dont des parents sont radicalisés. Et peut-être, c'est la discussion qu'on a eue sur le groupe de travail national sur le retour de zone, d'accompagner les professionnels de la protection de l'enfance, notamment les familles d'accueil, mais également ça peut être les tiers dignes de confiance. Ça peut être des grands-parents, par exemple, qui ont accueilli ces enfants. Et on peut avoir un rôle dans la formation, mais surtout l'accompagnement de ces adultes ressources, de ces professionnels. Alors, en termes de journée d'études, pour terminer, on a donc ce début d'année pu proposer une journée sur les traumas. Guillaume en parlait tout à l'heure à Nancy, une autre sur le travail avec les familles auxquelles Ahmed, un papa de Nîmes, nous a rejoints à Reims. On a d'autres projets. Alors, quand la situation sanitaire nous permettra d'organiser de nouveau des journées d'études de ce type-là, par exemple autour des radicalisations violentes d'origine d'extrême droite. Il y a d'autres choses qui sont à l'étude et vous pouvez toujours nous suggérer aussi des thématiques, des sujets. On essaye à chaque fois pour les journées qu'on construit ad hoc nous-mêmes, de trouver des intervenants dans l'ensemble du réseau international et national qui soient pertinents et qui complètent nos propres possibilités d'apport. Et puis, on continue de participer, bien sûr, aussi à toutes les journées qui sont organisées en région par un certain nombre de partenaires ou d'institutions, avec parfois des contributions très ponctuelles et qui complètent des programmes. J'ai vu que Madame Poppy était avec nous, comme on l'avait fait déjà, je crois que c'était il y a 2 ans à Épinal. On l'a fait à différents endroits. On continue de le faire à la demande. On est en train aussi de se faire labelliser organisme de formation et donc on devrait pouvoir à court terme, moyen terme, ça dépend aussi des possibilités de présentiel, mais proposer un catalogue de formation pour des actions intra-institutionnelles ou territoriales en petits groupes, puisque jusqu'à maintenant, on a plutôt été actifs sur des journées d'études qui rassemblent en moyenne 100 à 150 personnes. Et donc, on peut pas forcément, sauf à avoir des petits temps d'atelier, beaucoup échanger, aller en profondeur sur certains sujets. Donc, on est en cours de construction d'un catalogue de formation. Et en même temps, c'est vrai que la réduction de nos capacités de déplacement nous invite à, comme tu le disais un petit peu au début, à repenser ces actions de formation, d'intervention, comme aujourd'hui avec le dispositif de conférence, et du coup à proposer des séquences de formation plus ciblées, plus courtes, d'échanges comme aujourd'hui, mais sur un point particulier. L'idée, c'est, encore une fois, pas forcément que ce soit nous qui intervenions, mais de faire intervenir une personne sur une question particulière et un membre de l'équipe, elle discutant le lien entre vous et la personne qu'on vous propose d'écouter. Et donc là-dessus, alors on a une petite liste, on s'est fait une petite liste de possibilités, mais c'est vrai qu'on est vraiment à l'écoute de vos souhaits, en fonction des différentes structures dans lesquelles vous travaillez et des besoins que vous pourriez, que vos collègues pourraient avoir. J'en lis. Ah ben voilà, parfait. Tu as déjà, t'as déjà fait une diapo sur la première proposition qu'on fait le mois prochain. Parfait. Je te laisse la parole. Oui, c'était
intéressant de proposer le prochain Zoom réseau, on va les appeler comme ça, sur la laïcité et ses liens avec la radicalisation, avec Bruno Michon, que certains d'entre vous ont déjà entendu, mais qui revisite régulièrement quand même son propos sur ces sujets-là, puisque ça bouge quand même beaucoup. Donc, il sera avec nous le 12 juin, c'est dans un mois, Guillaume avec lui, pour revisiter ce sujet, radicalisation et laïcité. On a d'autres perspectives avec autour des addictions, de l'anorexie, du rapport à la violence de manière générale. Donc à chaque fois, on a l'idée de faire intervenir comme ça quelqu'un qui est déjà intervenu avec nous ou qu'on aurait aimé faire intervenir en présentiel, mais parfois ça n'a pas été possible. Et donc là, peut-être ça le sera sous cette forme. N'hésitez pas à nous dire là sous ce format, le temps qu'on puisse organiser d'autres choses, si vous avez toujours rêvé d'entendre quelqu'un qu'on pourrait inviter au nom du réseau, si vous avez déjà entendu quelqu'un qui vous semble intéressant et qu'on pourrait faire intervenir pour que l'ensemble du réseau en profite. Voilà, n'hésitez pas à nous aider à construire ce programme futur de Zoom réseau. On va vous laisser la on peut parole. intervenir, ouais. Ouais, vas-y. Juste pour dire, donc Philippe Rigoulot, moi je suis sur la MDA du Gard, avec deux collègues qui sont présents en visio, Pierre Méjean et puis Nasser Raïs, on est tous les trois les sudistes sur cette réunion. Il me semble qu'on a à ouvrir un chantier qui est vraiment un chantier autour de la prévention primaire, le RADEO, c'est-à-dire l'équivalent un peu d'un dispositif d'accompagnement des jeunes et des familles qui sont prises avec ces questions-là. On l'a beaucoup construit dans le Gard sur un appui fortement marqué en direction des partenaires locaux, des professionnels de territoire, et d'associations, aussi petites soient-elles, qui sont des associations de proximité qui font du lien. Et il me semble que c'est pas suffisant, et je pense qu'on va, dans l'année qui vient, essayer de renforcer cette dynamique-là, puisque notre préoccupation, elle n'est pas tellement du côté d'une meilleure compréhension du phénomène ou d'un apport de connaissances, comme vous le disiez dans la présentation, mais bien du côté du lien et de la capacité qui est celle de réseaux comme les nôtres à soutenir des dynamiques très locales. Je dis ça parce qu'on est en lien donc avec des structures de proximité et sur la question des interventions de prévention primaire. Notre position pour l'instant, c'est une position de ne jamais être à l'initiative en fait d'une action de prévention primaire, mais devenir plutôt en support. C'est-à-dire que l'initiative, elle appartient à un club de sport, à une association de proximité, que ce soit culturelle, sportive ou autre, que ce soit dans les quartiers ou que ce soit en ruralité. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est elle qui connaît le mieux les publics qui sont son quotidien, et donc qui a même de mieux cerner aussi les enjeux qui traversent ce public-là, ses besoins, ses pratiques, les représentations qu'elle se fait de tous les débats qu'on va pouvoir amener. Et deuxièmement, ce sont aussi ces structures de proximité qui font élément de permanence dans le paysage de proximité des familles. Donc ce sont eux aussi qui restent, quand une action de prévention qui aurait pu être apportée, importée dans un territoire, quand l'action se termine et que les équipes repartent, ceux qui restent sont ces acteurs de proximité. Et je crois qu'on a une vraie responsabilité à les accompagner très régulièrement sur leur mission, à être toujours disponibles sans nécessairement être à l'initiative, et ça me semble fondamental pour les actions de prévention primaire. Donc comment on peut, comme vous l'avez fait, continuer à construire des outils qui peuvent être des ressources sur lesquelles peuvent s'appuyer des acteurs de proximité, que ce soit sur des groupes des espaces de travail autour d'élaboration sur des situations qui peuvent être préoccupantes, les cas complexes par exemple,
ou que ce soit dans la nécessité de leur proposer des outils dont ils vont pouvoir se saisir. Si j'avais tort, c'est un très bon outil. Des films documentaires, c'est un très bon outil. Des débats à partir de films, c'est un très bon outil. Et on peut venir proposer ces outils-là, peut-être les animer sur un temps, mais en étant toujours vigilant à ce que ce soit l'acteur de proximité qui soit l'initiative de ça et qu'il puisse, dans la durée, s'installer, lui, dans une pratique avec laquelle il est confortable et qui va pouvoir lui permettre de continuer ses interactions avec le public. Et pour terminer, ça me semble d'autant plus important d'essayer d'engager ces dynamiques-là qu'on est dans un contexte où on a traversé 2 mois d'isolement absolu et où donc les acteurs de proximité n'ont pu pour beaucoup compter que sur eux-mêmes et où des familles se sont beaucoup retirées de l'espace public. Si on ajoute à ça, ben voilà, ce que vous avez tous lu avec la résurgence de théories du complot, avec beaucoup de choses qui ont été décriées sur un vaccin importé des Chinois ou des Sanofi qui auraient inoculé tout ça pour faire du beurre derrière. Donc je crois qu'il y a vraiment voilà, tout un enjeu de prévention primaire en proximité, très très rapproché avec les acteurs du quotidien de territoire à des échelles vraiment infraterritoriales qu'il va falloir privilégier. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut réagir à ces questions-là. J'en profite, la question m'est posée en aparté de revenir sur le leader crédible. C'est vrai que j'ai parlé de ça tout à l'heure, c'était peut-être pas forcément très clair, mais on s'est aperçu que c'est vraiment intéressant de pouvoir s'appuyer sur les propos de personnes qui sont reconnues par les publics auxquels on veut s'adresser sur différents sujets. Par exemple, pour nous, ça a commencé par la parole d'un imam du quartier de la Méno à Strasbourg qui a été très engagé, très actif après les premiers départs en Syrie pour essayer de proposer justement avec un éducateur du centre socioculturel des espaces de parole aux jeunes et de contestation. Et donc, cet imam avait la double casquette éducateur et imam, avait la fonction de leader crédible pour pouvoir parler religion musulmane. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Et en même temps, de pouvoir en parler avec des jeunes qui étaient dans une posture, dans des velléités d'en découdre, parfois de façon assez intense, et qui aurait pu même aussi, lui, le considérer comme un imam trop modéré, donc quelqu'un qui s'est engagé et qui a gagné à force en crédibilité pour pouvoir parler encore à d'autres jeunes. Philippe Schlaffer, que j'ai cité tout à l'heure, qui est un repenti néo-nazi allemand qui a tout un propos de prise de recul sur l'ensemble de son parcours et sur les idéologies extrêmes en politique, qui est très intéressant avec certains publics, des mamans dont les fils sont décédés en zone de combat, maman ou papa, puisque vous en accompagnez aussi de ces familles à Nîmes, et vous les soutenez aussi dans ce qu'elles peuvent s'apporter entre elles. Pour nous, c'est ça des leaders crédibles. C'est un Lilian Thuram qui, en tant que joueur de foot, milite contre le racisme et qui va pouvoir intervenir dans des clubs sportifs sur ces sujets-là. C'est quelqu'un qui va venir compléter. On dit souvent, par exemple, que pour certaines actions de prévention en milieu scolaire, et notamment sur des sujets sensibles type accident de la route, etc. C'est intéressant de faire intervenir des gens qui ont été concernés à titre personnel. On essaye d'utiliser aussi ça dans tous ces domaines de prévention avec précaution, parce que c'est quand même des discours sur lesquels il faut pouvoir interagir. On n'est pas forcément, nous, dans la logique de faire intervenir des
des grands témoins, quels qu'ils soient, seuls. L'idée, c'est vraiment toujours d'être avec eux, un petit peu dans l'esprit de ce que tu évoquais, Philippe, hein, c'est que l'enseignant qui nous ferait intervenir, les collègues de l'administration pénitentiaire qui nous font intervenir, on va leur proposer par exemple des grands témoins comme ça sur certains sujets. Ça peut être un magistrat, ça peut être différentes personnes, mais avec nous et avec eux. C'est pas juste donner un micro et un auditoire à quelqu'un, c'est vraiment toujours dans cette logique de passage et d'accompagner une parole et de la remettre en discussion, en débat. Pour continuer éventuellement un petit peu, juste là, par rapport à ce que tu disais, Guillaume, ce que tu disais, Delphine, bon oui, c'est ça. On adhère bien à ce que vous apportez avec tout ce qui est, comme on pourrait dire, l'équifinalité, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qui amène à un moment, une situation, une émergence de processus de radicalisation. Et alors, dans le prolongement de ce que tu disais, Delphine, effectivement, on s'aperçoit qu'on a été au départ mobilisé sur ce qu'on appelait de la prévention secondaire. Dans l'accompagnement qu'on fait auprès de ces parents, de ces systèmes familiaux qui sont traumatisés par des disparitions, par des incarcérations, on est là dans la prévention tertiaire, quoi. Et on s'aperçoit que finalement, pour travailler sur quelque chose qui doit s'installer dans le long terme, il faut être sur de la prévention primaire, mais effectivement très adapté à chaque niche écologique. C'est ça. Et en allant toujours chercher les interlocuteurs les plus experts, les plus crédibles. Voilà, donc écoutez, on se retrouve bien autour de tout ça. Et actuellement, nous, sur Nîmes, là, on est en train de travailler alors avec le petit groupe de familles sur la création d'un film dont on ne sait pas très bien encore ce qui sera. On s'est donné un an pour le faire l'été prochain. L'idée, c'est avec ce que peut cristalliser le film, qui peut être un témoignage, c'est qu'il va y avoir, comment dire, en travaillant avec les parents, on travaille avec les fratries aussi, et à ce moment-là, comment chaque famille, alors il y a une création qui sera une création commune certainement, qui pourra servir après à de la prévention primaire, et on verra toujours comment ça peut se distribuer. Et il y a aussi tout ce qui peut être comment, dans les témoignages qui vont se constituer, c'est travailler sur le parcours des familles et sur l'album photo, parce qu'on a, par exemple, vous évoquiez Ahmed, et il y en a d'autres, il y a des petits-enfants qui sont nés sur des territoires et qui ne savent pas tout ça, et peut-être que là, ce qu'ils auront éventuellement à s'approprier, ce sont leurs familles qui les décideront. Ça sera dans 10 ans, dans 15 ans, et il y a actuellement, il y a des choses qu'on peut recueillir dans la parole et que les grands-parents, les parents, c'est mettre chacun des interlocuteurs en situation de pouvoir transmettre. Mais c'est la transition familiale, c'est les familles qui les organisent. Alors après, c'est quels éléments on leur donne. Donc voilà, dans ce qui peut être, on va dire, tout à l'heure, vous parliez de résilience collective. Voilà, comment on peut essayer d'activer la résilience familiale. Voilà. Donc, on cuisine autour de tout ça. Et voilà. Ce qui me semble intéressant dans cette dynamique-là, c'est que finalement, c'est sur ce travail de prévention tertiaire, donc d'accompagnement des situations, qu'on aboutit à de la création d'outils de prévention. C'est-à-dire que ce film-là, on pourra en faire un support de prévention, et il sera d'autant mieux approprié par ceux qui vont ensuite l'animer, qu'ils en auront été les concepteurs. Donc je me dis, est-ce que dans nos différents réseaux, dans nos différentes plateformes de prise en charge, on n'a pas quelque chose à explorer? On peut faire un groupe de travail là-dessus sur comment tout ce qu'on accompagne au quotidien peut faire l'objet d'une transformation en outil de prévention qui serait animé par ces mêmes personnes. Donc tu vois, on n'est pas du côté du témoignage de la personne crédible, comme tu le dis, bien qu'il y a quand même quelque chose d'incarné. Mais il y a aussi presque quelque chose du côté d'une sensibilisation à une démarche de santé publique qui consiste à dire finalement ce qu'on a construit ensemble, là, que ce soit un film ou un témoignage, c'est un outil de santé publique qu'on peut mettre au service d'actions de prévention dont vous pourriez être les porteurs. Alors, ça s'accompagne d'un risque de professionnalisation. C'est-à-dire qu'on peut avoir ensuite des parents qui disent, en fait, ouais, moi, je vais faire ça, et puis je vais y consacrer 10 heures par semaine, et ça va devenir un nouveau métier pour moi. Je vais devenir auto-entrepreneur, je vais me constituer un statut,
et je vais aller faire des actions de prévention primaire un peu partout, à gauche, à droite, à partir de mon vécu. Ça, c'est un autre débat éthique qu'il faudra qu'on puisse avoir si on va là-dedans. Mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'une démarche qui est performante dans le sens où, voilà, ce sont les mêmes acteurs qu'on accompagne sur des situations qui les concernent individuellement, qui, au fur et à mesure de cet accompagnement, sont en capacité d'imaginer des outils de prévention primaire qui viendraient au-delà de leur propre témoignage, de leur propre discours. Mais moi, je suis d'accord pour le groupe de travail sur ces questions de films collectifs et de témoignages de familles, de parents. On en avait déjà parlé un tout petit peu et on se reprendra un moment pour ça. Je ne sais pas s'il y avait d'autres expressions, d'autres attentes sur certains sujets en particulier ou sur des travaux qui vous seraient utiles à chacun dans vos services ou dans vos pratiques. Oui, naturaliste. Donc, j'ai rejoint il n'y a pas longtemps le groupe qui travaille sur le MDA de Nîmes, donc avec Pierre et Philippe. Moi j'ai une question qui m'est venue pendant la période du confinement. C'était compliqué. C'est la question qui est revenue souvent de la théorie du complot. En survolant un petit peu les avis j'ai travaillé un petit peu sur le discours religieux pendant la période du confinement et j'ai trouvé qu'il y avait cette idée du complot qui veut, c'est le nouveau ordre mondial, qui est en parallèle lié au discours religieux fondamentaliste. C'est-à-dire que c'est un virus qui a été envoyé par Dieu pour châtier les non-croyants et qui sont ceux qui ont dévié la voie du Seigneur. Et en parallèle, on a le discours qui domine sur les réseaux sociaux, qu'on nous veut du mal. Il y a un groupe humain qui domine le monde et qui nous veut du mal. Il veut s'approprier le monde et nous serons les moutons. Donc, et j'ai trouvé qu'il y a un lien entre le discours des complotistes et le discours religieux fondamentaliste. Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, on prendra le temps de réfléchir sur quels sont les liens et le terrain d'entente qui peut lier ces deux visions du monde. Donc, Delphine en disait un petit mot, mais merci Nasser. Effectivement, c'est un sujet essentiel. C'est un sujet essentiel. Ça fait une partie de nos discussions d'équipe, de réunions d'équipe depuis pas mal de temps maintenant. On avait l'idée de proposer une séquence Zoom réseau sur les théories du complot. On va voir, pour l'instant, je ne vais pas te donner de nom, on va voir qui répond présent à notre invitation, mais ça nous paraît essentiel parce que le lien qu'il y a entre les deux, Delphine en parlait tout à l'heure, c'est certainement la grande difficulté à supporter le doute, à Absolument. supporter l'incertitude finalement. Et alors, on pourrait, pour chaque situation individuelle, repérer pourquoi c'est compliqué de supporter ce doute ou l'incertitude. Mais on observe également qu'il y a une grande partie de la population qui a du mal à le supporter. Pour autant, tout le monde ne va pas pleinement foncer dans des théories conspirationnistes ou une lecture extrêmement rigide de la religion, par exemple. Donc, il y a peut-être différents degrés, mais on voit que l'idée qu'il y aurait un complot, qu'on serait victime, donc un sentiment de préjudice en toile de fond de cette adhésion à l'idée complotiste est partagée par la plupart, peut-être par toutes les personnes qui adhèrent à une théorie conspirationniste. C'est-à-dire que je suis victime de 3 petits points. Après, peu importe la réalité logique, c'est avant tout cette sensation, ce vécu émotionnel qui va primer.
le besoin d'avoir une réponse à pourquoi je me sens victime de. Et alors là, les parcours individuels sont tellement multiples pour expliquer ça qu'il n'y a peut-être pas de réponse unique. En tout cas, moi, je l'ai noté. Je ne sais pas si c'est partagé par les autres collègues qui sont à la réunion là aujourd'hui, mais on a l'esprit de faire une réunion là-dessus, une formation là-dessus. Merci, Nasser. Ok. D'autres idées? Alors, vous pouvez nous en envoyer aussi à tout moment, hein, s'il y a quelque chose qui vous traverse l'esprit. Vous avez nos coordonnées via le mail que je vous ai envoyé aujourd'hui avec le lien Zoom et puis de toute façon sur le site internet et même maintenant la page Facebook. Nous allons continuer de planifier ces temps-là progressivement en fonction des intervenants qui répondent à nos sollicitations. Et puis, on rediffusera sous cette forme, hein, une newsletter, les gens s'inscrivent et ensuite on envoie le lien aux personnes inscrites pour qu'on ne se disperse pas trop. Est-ce qu'il y avait d'autres prises de parole avant qu'on se dise au revoir jusqu'à la prochaine fois? Attention, quand je coupe, c'est coupé. Ok, et bonne fin de semaine, bon déconfinement à tous et puis bon week-end et à bientôt pour un autre de ces moments avec vous. Merci beaucoup de votre attention. Merci, au revoir. Au revoir.